Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et sur la planète de l'excellence et de l'art de vivre. Culture, savoir-faire et fantaisie sont au menu de Nec Plus Ultra cette semaine. Voici le sommaire. Chez Régis Mathieu, l'automobile dans tout son lustre. La poésie des vers de l'artiste Shimon Crestani. Et visite d'une des plus belles pépites de Marrakech. Vous aimez les belles voitures anciennes? Alors direction Gargas. Pour la deuxième fois, Régis Mathieu a réuni quelques pièces exceptionnelles qui vont en faire rêver plus d'un. C'est un lieu qu'on ne visite qu'à la nuit tombée. Dans l'atelier de Régis Mathieu, l'automobile brille de tout son lustre. L'exposition réunit les plus grands modèles conçus par les ingénieurs et les carrossiers français du XXe siècle. Et originalité de l'événement, chaque voiture est associée à un lustre créé ou restauré par Régis Mathieu. Ce que je voulais mettre en lumière cette année, c'était le génie automobile français. Je trouve que les Français ont fait pendant un siècle les plus belles voitures du monde. C'est un tout petit peu oublié aujourd'hui et c'était magnifique de les réunir. Et il y a de magnifiques voitures françaises qui ont éclairé le siècle de leur beauté, de leur carrosserie, de leur modernité, que je voulais moi à mon tour éclairer avec nos luminaires. Un feu d'artifice semble tomber sur cette Delage D670 réalisée pour le pilote Louis Gérard. Il y a plusieurs époques d'automobiles françaises vraiment merveilleuses. Il y a le début de l'automobile où les Français sont précurseurs, puis l'époque des grandes carrosseries, équivalent aujourd'hui de la haute couture française, où les Français vraiment brillaient de toutes les plus belles carrosseries au monde que tout le monde nous a copiées. C'était les Pourtout, les Figoni Falacci, les grandes couturiers de cette époque-là, les années 30, 40, où l'automobile est vraiment considéré comme un art décoratif à part entière. Et puis, les techniques françaises évoluent très vite. Citroën est la marque la plus moderne de tous les temps. Ils inventent la traction avant, la DS, ces voitures qui sont à la fois révolutionnaires et magnifiques. Et puis on finit avec la Bugatti Veyron, qui est la voiture de tous les superlatifs. Et encore une fois, elle est fabriquée en France, près de Strasbourg. Tous les superlatifs vont à la Bugatti Veyron. C'est la plus rapide, 400 km/h, c'est la plus puissante, 1000 chevaux, c'est la plus chère, ce qui est anecdotique, mais quand même, c'est la voiture qui a l'histoire la plus brillante, etc., etc. C'est vraiment une auto qui est exceptionnelle aujourd'hui, un siècle avant toutes les voitures, dans le superlatif, dans la beauté et dans l'utilisation, comme ont été quasiment toutes les Bugatti durant le siècle. Ces voitures sont à des collectionneurs privés qui me les ont prêtées. Certaines reposent dans des musées aujourd'hui parce qu'elles sortent peu, mais j'ai voulu que les voitures soient les plus exceptionnelles et les plus authentiques possibles. Toutes les voitures roulent, elles sont entretenues merveilleusement bien. Enfin, des voitures les plus anciennes, c'est amusant, sont toutes arrivées par la route. Voici l'aventurier rival des Ferrari. Ces voitures racontent 3-4 histoires magnifiques. Le début de l'automobile, on passe du fiacre à l'automobile, hippomobile automobile. La calèche aristocratique est remplacée par l'automobile. Et puis les essais de carrosserie, les essais d'aérodynamisme, les robes qui sont les plus magnifiques les unes que les autres, les techniques et enfin les puissances époustouflantes, les nouvelles technologies, le plexiglas, etc. 3 des voitures qui sont dans l'exposition ont couru ou gagné les 24 heures du Mans. Donc ce sont des voitures qui en plus d'être belles sont efficaces. Elles racontent aussi à chacune une marque, une grande marque, un fleuron. Des marques en pointe en termes de technique et de design. Toutes ces voitures aujourd'hui auraient vraiment leur place au musée des arts décoratifs, tellement elles ont été belles, tellement elles ont été novatrices et tellement le monde entier nous les a enviées. En 1962, cette Matra Jet innove avec son semi-monocoque en plastique et son moteur central. Aujourd'hui, pourquoi on fait plus ce genre de voitures aujourd'hui? Je dirais, si on va jusqu'au bout de la phrase, en France. Parce qu'elles sont encore fabriquées, ce genre de voitures de rêve, à l'étranger. Heureusement qu'on a Bugatti encore en France. Mais pourquoi? Parce que des notions un peu bêtes, de politiquement correct par exemple, nous ont privés de la générosité de la beauté. La beauté est une générosité pour moi, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des gens qui ont voulu nous montrer leur pouvoir, qui ont voulu nous montrer leur richesse, que l'on a de très beaux quartiers, que l'on a de très belles avenues, que l'on a de très beaux opéras, que l'on a de très beaux châteaux. Et en fait, les voitures étaient un accessoire de pouvoir.
Et c'est en quoi elle se retrouve très liée au lustre. Un lustre, c'est complètement inutile. On n'a pas besoin de tonnes de cristal de roche, de bronze doré pour pouvoir suspendre une dizaine de bougies. Mais on n'a pas besoin non plus de tonnes d'acier, de cuir, d'essence de bois noble pour se déplacer. Et en fait, heureusement que des gens ont envie de ces choses-là, heureusement que des gens en ont besoin pour que l'on puisse avoir des matériaux nobles, pour que l'on puisse avoir des savoir-faire. Donc les voitures étaient un signe extérieur de richesse important, comme la lumière, comme les lustres, comme l'architecture, qui a permis de donner vraiment des richesses et des trésors. Il est vraiment bon de montrer aux gens quelque chose de beau. Je vous assure que devant toutes ces voitures, les gens ont une émotion, les gens se retournent et on le voit à l'exposition, 10 000 visiteurs en un mois. Ici, à Gargas, au fin fond de la Provence, ouvert que la nuit, 10 000 visiteurs sont venus tous nous féliciter pour notre métier, pour l'idée de cette belle exposition sur l'automobile, pour la magie des lustres. Et ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de se battre pour qu'il continue à avoir de très très belles choses. Ce modèle Peugeot est un des plus innovants en termes de design. Sur la base d'un dessin de Georges Paulin, le carrossier réalise un roadster à partir d'une Peugeot 302. Cette voiture a remporté les 24 heures du Mans en 1938. Quand on voit le sourire des gens qui viennent nous acheter des lustres, le plaisir qu'ils ont quand ils les ont chez eux, et ce plaisir, ils le partagent avec leurs amis. Et ça, c'est fantastique. Les amis viennent dîner sous nos lustres, comme quand on a une belle auto, on se promène avec ses amis ou pour aller voir des amis et on fait plaisir à ceux qui nous voient passer. Régis Mathieu a notamment restauré les lustres de l'Opéra Garnier, de l'Opéra Comique à Paris, du château de Fontainebleau et de Versailles. Que serait la France sans cette industrie du luxe que le monde entier nous envie ? Et je trouve un petit peu dommage qu'en automobile, cette industrie du luxe ne soit plus française, alors qu'on le voit dans cette exposition, nous avons tout, le passé et le présent pour l'animer aujourd'hui. Cette exposition fait toute la lumière sur le génie et le savoir-faire français, une initiative qui a du bon en période de crise. Nous attendons la prochaine exposition avec impatience. Les plus délicats et raffinés d'entre vous vont adorer, comme nous, découvrir l'exposition de Shimon Crestani, un artiste italien. C'est une découverte de l'antiquaire parisien Alexandre Biaggi. C'est au Puce de Saint-Ouen qu'Alexandre Biaggi a débuté. Depuis 1996, il possède une des plus jolies galeries de la rue de Seine. L'antiquaire présente les créations de décorateurs du XXe siècle et de designers contemporains. Son dernier coup de cœur, les poissons en verre d'un jeune Italien, Shimon Crestani. Je l'ai découvert complètement par hasard en me promenant à Milan chez un monsieur qui a une galerie, donc dans une galerie, qui avait fait une exposition de lui quelques mois avant et qui avait encore quelques pièces qui étaient comme ça dans une espèce d'arrière-boutique. Et j'ai été complètement séduit par ce que j'ai vu et je les ai achetées immédiatement. Et puis très gentiment, ce monsieur m'a mis en contact avec l'artiste qui donc s'appelle Simone Crestani et nous nous sommes très bien entendus. Je lui ai proposé une exposition et voilà, donc j'ai fait une première exposition et puis je travaille régulièrement avec lui maintenant. Shimon Crestani nous étonne avec de drôles de poissons. Ils ont la tête pleine, mais le corps squelettique. C'est à Venise, capitale du verre en Italie, qu'il a appris à travailler cette matière. Mais il a commencé très jeune à travailler dans une verrerie et il a commencé à travailler pour ce fabricant, je crois, de verre qui est près de Venise. Et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'il a appris la technique en travaillant, il a monté son propre atelier et en fait le verre est devenu plus pour lui un langage artistique que usuel. Donc il a eu envie de s'exprimer avec cette technique parce que finalement ce qu'on voit ce sont plutôt des sculptures de verre. C'est pas, on peut imaginer que c'est un vase parce qu'il y a un orifice, mais voilà, ça n'a rien à voir. C'est un objet d'art. Oui, c'est un objet d'art, oui, absolument. Fasciné par la fragilité du verre, Shimon Crestani sculpte uniquement cette matière. Il vit toujours dans la région de Venise. Son travail est présenté dans des galeries à Milan et à New York. C'est la deuxième exposition qu'organise Alexandre Biaggi à Paris. Les premières choses que j'ai exposées de lui étaient des bonsaïs. Et il fait aussi des luminaires qui sont plus abstraits. Voilà, il a plusieurs sources d'inspiration. Là, c'est vrai que moi, j'ai
fait ce choix de présenter des coraux et ces arêtes de poissons, mais bon, qui est effectivement un peu homogène comme choix, mais il fait beaucoup d'autres choses. Ces poissons semblent être entre la vie et la mort. Ils nous interrogent sur la fragilité de l'existence. Poétiques, ces œuvres sont aussi de véritables tours de force techniques. Alors, il y a deux choses qui m'intéressent. D'abord, le savoir-faire technique. Parce que je trouve que de nos jours, il y a quand même beaucoup de choses qui se perdent au niveau de la technique. Et quand on trouve un verrier comme ça merveilleux, eh bien, c'est une grande chance. Parce que, regardez, on dirait qu'il travaille le verre comme de l'eau. Tout ça est d'une fluidité, il a une technique qui est inouïe. Parce que vous savez que le verre, il y a des contraintes au niveau du refroidissement, donc il faut aller à une certaine vitesse. Si une chose refroidit trop d'un côté, ça casse. Enfin, donc, bon, moi, je trouve ça merveilleux comme travail. Et l'autre chose, c'est ce que dégage l'esprit de son travail, qui est à la fois très naïf et à la fois assez profond, parce qu'il nous parle bien de choses assez mystérieuses. Tout son travail dégage une atmosphère très mystérieuse, je trouve. L'exposition est baptisée Les Poissons délicieux, comme s'il s'agissait des restes d'un festin. Ce sont des vanités contemporaines. Ces sculptures sont teintées d'humour et d'une certaine forme de naïveté. Il regarde les choses avec un regard d'enfant. Il a ce physique et ce regard un peu émerveillé. Il a l'air de découvrir les choses comme ça. Enfin, il est jeune, une trentaine d'années, mais enfin bon, voilà, il a su garder cette émotion-là intacte. Et bon, c'est vrai que c'est ce regard qui fait souvent le regard d'un artiste. Les bonsaïs, les coraux, les poissons, la nature est pour Shimon Crestani une source inépuisable de beauté. Le verre ne fait que souligner sa fragilité. Pour terminer, je vous emmène au Maroc, à Marrakech exactement, pour découvrir un palace construit comme une médina. C'est une merveille, grâce en particulier au travail des artisans marocains. Et un honneur, car seules les caméras de NEC Plus Ultra ont eu le privilège de pouvoir entrer dans ce lieu d'exception. Visite. Un domaine de plus de 3,5 hectares cerné de remparts, 53 riads disposant de plusieurs chambres, le Royal Mansour a été imaginé comme une médina traditionnelle. Il renoue avec l'essence même de Marrakech. Ouvert en 2010, le palace est un hommage à l'art de vivre marocain. On a souhaité me voir ouvrir l'hôtel Royal Mansour à Marrakech et j'ai accepté bien volontiers. Donc nous avons là ouvert un hôtel qui était très particulier, non seulement du fait de sa beauté, de l'investissement énorme qui est représenté, mais aussi il devait représenter une nouvelle démarche touristique à Marrakech pour un hôtel cher. Notre souhait étant non seulement d'être l'hôtel du Maroc, bien évidemment, mais aussi de devenir un hôtel qui s'approcherait des grands mythiques du monde entier. C'est notre souhait. Faire de ce palace la pépite du Maroc, c'est l'objectif. L'hôtel n'est qu'à 5 minutes à pied de la célèbre place Jemaa El Fna. Nous sommes au cœur de la Médina, ici tout près de la Koutoubia, et nous avons souhaité faire un hôtel en forme de Médina. C'est-à-dire que nous n'avons pas de couloir classique comme dans les hôtels, mais pour aller trouver sa suite, on marche dans des petites ruelles qui représentent une médina. Donc ça a déjà un certain charme. Et chaque riad est une maison individuelle sur 3 niveaux dans la tradition marocaine. Chaque client dispose d'un riad privé composé d'1 à 4 chambres, l'ensemble respectant l'architecture traditionnelle du pays. En bas, on trouve, selon la grandeur du riad, on trouve en tout cas toujours un salon, quelquefois une salle à manger. Chaque riad présente un caractère distinct, tout a été fait sur mesure par les meilleurs artisans du royaume.
Au premier étage, il y a une chambre ou 2 chambres ou 3 chambres, toujours compte tenu de la grandeur. Aucune chambre ne se ressemble, aucune n'est décorée de la même manière. Chaque chambre possède sa propre salle de bain en marbre. Et puis au dernier étage, il y a une petite terrasse avec un petit bassin, plus ou moins grand toujours, et un solarium et un endroit près d'une cheminée pour y déjeuner ou dîner le soir. Un lieu de détente avec vue sur les toits de la Médina. Les riads sont entourés d'une muraille pour garantir l'intimité des hôtes et ont chacun leur propre piscine. On est ouvert en plein ciel et ça représente tout à fait la tradition islamique on peut être aussi voir ses voisins, mais derrière un moucharabier, vous savez, qui se faisait comme ces magnifiques tableaux classiques qu'on trouve en Égypte ou autre. Pour un service de qualité, le palace a recruté près de 500 personnes que l'on ne voit pratiquement jamais. La circulation se fait sous terre, un travail de titan. Nous avons plus de 500 personnes qui sont à la disposition de la clientèle, ce qui est énorme pour le peu de chambres que nous avons, mais c'est le seul moyen de pouvoir réaliser tout ce que nous souhaitons, parce qu'en dehors d'une chambre classique nécessiterait une femme de chambre. Ici, notre riad en nécessite 3 ou 4. Nous avons 53 riads qui représentent à eux tous 72 chambres, et nous pourrions recevoir, quand nous sommes complets, environ 150 personnes. C'est donc un petit hôtel. Un petit hôtel avec une grande table. Près de 100 cuisiniers travaillent dans les 2 restaurants du palace. Dans le cadre de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire être le meilleur hôtel du Maroc et d'avoir une très belle réputation, nous voulions effectivement avoir aussi une bonne table. Nous avons eu la chance de rencontrer Yannick Aleno qui s'est intéressé à notre projet, et comme nous nous intéressions à lui, nous lui avons demandé de bien vouloir gérer un petit peu notre restauration, ce qu'il a accepté volontiers. Et il nous a fait lui-même les cartes, les menus, et il vient régulièrement pour s'assurer que tout est correctement tenu. L'hôtel dispose aussi d'un immense spa. Un spa unique au monde. Hammam, massage, soins, maquillage. Le décor est somptueux avec cet immense atrium en fer forgé blanc. Nous avons effectivement un spa qui enthousiasme l'ensemble des gens qui le fréquentent, et même les gens très habitués à fréquenter les spas, à leur dire, n'ont jamais vu quelque chose d'aussi beau. Et ce qui était évident, c'est qu'on a pu faire un building particulier, un bâtiment à lui-même de ce spa, avec ses fenêtres, ses ouvertures qui font que quand on entre dans ce spa, c'est brillant de clarté, de lumière. Près de 1000 artisans marocains ont travaillé pendant 4 ans pour construire l'hôtel. C'est aujourd'hui une vitrine pour le savoir-faire des artisans marocains. Je crois que la tradition est un maître mot dans cet hôtel. Et le meilleur sentiment que je puisse reconnaître en dirigeant cet hôtel, c'est d'avoir la possibilité de faire perdurer cette tradition qui est à la fois extrêmement raffinée, mais à la fois simple et à la fois humble. Et je crois que c'est ce que nous essayons de passer à notre personnel, de façon à mettre cette clientèle que nous recevons dans un climat de grandeur, mais simple, où on peut se sentir à la maison. Un lieu d'exception pour une expérience mémorable. C'est beau, c'est même très beau, mais évidemment réservé à quelques privilégiés. Merci de votre fidélité. Merci à l'hôtel Yatza de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde, sur tv5mondeplus.com ou sur notre page Facebook, où vous pouvez voir et revoir notre émission pendant 3 mois. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe ici est d'abord une histoire de cœur. Au revoir. La dernière collection de ce célèbre cristallier, c'est un de nos coups de cœur du dernier salon Maison et Objets. L'art de la table n'a jamais aussi bien porté son nom.
Ce vase est une édition limitée. Il s'inspire d'une femme papillon dessinée par René Lalique pour l'exposition universelle de 1900. Façonnées dans un cristal très pur, ces œuvres illustrent le savoir-faire des maîtres verriers de la maison.